L'histoire de France et de Navarre a rarement connu une figure aussi inflexible que Jeanne d'Albret. Née le 16 novembre 1528 à Saint-Germain-en-Laye, elle est la fille d'Henri II d'Albret et de Marguerite d'Angoulême. Dès son plus jeune âge, elle n'est pas traitée comme une enfant, mais comme un objet d'État. Son oncle, le roi François Ier, craignant que son père ne la marie à un prince espagnol, décide de la soustraire à l'affection de ses parents pour l'isoler en Normandie, au château de Plessis-Lyssoire. C'est dans cette solitude dorée qu'elle forge un esprit d'indépendance radicale et reçoit une éducation humaniste d'une densité rare, maîtrisant le latin, le grec et la philosophie sous l'influence lointaine mais profonde de sa mère. Cette force de caractère éclate aux yeux du monde en 1541. À seulement 12 ans, la « petite lionne » s'oppose frontalement au roi qui veut lui imposer un mariage politique avec le duc de Clèves. Jeanne rédige clandestinement des protestations formelles, affirmant « Je n'y ai aucun consentement et ne l'ai jamais aimé ». Le jour des noces, elle refuse physiquement de marcher vers l'autel, obligeant le connétable de Montmorency à la porter dans ses bras. Cette résistance héroïque porte ses fruits. Le mariage, jamais consommé, est annulé par le pape 4 ans plus tard. Libre de ses choix en 1548, elle épouse par amour Antoine de Bourbon. Ce choix s'avère être le pivot de l'histoire de France, car il unit la Navarre à la lignée des Bourbons, futurs successeurs du trône de France. L'accession de Jeanne au trône de Navarre en 1555 marque un tournant spirituel majeur. Tandis qu'Antoine de Bourbon oscille entre les religions par opportunisme, Jeanne vit une conversion radicale au calvinisme. À Noël 1560, elle abjure publiquement le catholicisme. Face aux menaces de son mari et du pape, elle reste de marbre, déclarant « Si j'avais mon royaume dans une main et mon fils dans l'autre, je les jetterais tous deux au fond de la mer plutôt que d'aller à la messe. » Devenue seule régente après la mort d'Antoine en 1562, elle transforme ses domaines en un laboratoire de la modernité protestante. Elle impose des ordonnances strictes, fonde l'Académie d'Orthez et fait traduire la Bible en basque et en béarnais, convaincue que le pouvoir et la foi passent par le savoir. Le règne de Jeanne devient alors un duel psychologique permanent contre Catherine de Médicis. Là où la reine-mère utilise le luxe, la séduction de son escadron volant et le compromis, Jeanne oppose une austérité monacale et une intégrité absolue. En 1568, elle se retranche à La Rochelle, engageant ses propres bijoux pour financer la cause huguenote. Durant ses années de braise, elle se consacre à l'éducation de son fils, Henri IV. Elle refuse pour lui la mollesse de la cour et lui impose une vie rude, courant pieds nus avec les paysans de Coarraze pour en faire un roi soldat capable de comprendre la réalité de son peuple. Elle lui enseigne que le pouvoir est un devoir, forgeant ainsi l'esprit de celui qui pacifiera plus tard la France. La fin de sa vie est un ultime sacrifice diplomatique. En 1572, elle se rend à Paris pour négocier le mariage de son fils avec Marguerite de Valois, espérant réconcilier les Français. Cependant, elle est horrifiée par la corruption de la cour et écrit à son fils « Ici, ce sont les femmes qui font les avances aux hommes. Ce n'est pas le monde qui me gouverne, c'est moi qui gouverne le monde. » Elle s'éteint subitement le 9 juin 1572, à l'âge de 43 ans. Si la légende des gants empoisonnés envoyés par Catherine de Médicis a longtemps persisté, l'histoire retient qu'elle mourut d'une tuberculose foudroyante, épargnée par le destin de voir ses compagnons assassinés lors de la Saint-Barthélemy 2 mois plus tard. L'héritage de Jeanne d'Albret est immense. Elle n'a pas vu son fils monter sur le trône de France, mais c'est elle qui l'y a porté. L'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, est la victoire posthume de cette reine qui fit de la liberté de conscience une affaire d'État. En maintenant la souveraineté du Béarn et en protégeant les lettres, elle a prouvé qu'une femme pouvait être à la fois poétesse, stratège et chef d'État, laissant une empreinte indélébile sur la France moderne.